Allez Coralie, vous avez la parole pour les premières questions à notre invité. Alors monsieur Rey, vous ne devinerez jamais, mais votre agglomération du Gard rhodanien a un gros point commun avec Nîmes Métropole. Je ne sais pas, un bon président? Bon, du coup, c'est pas le même, parce que je pense qu'il est républicain, vous êtes plutôt Renaissance. Moi, je m'entends très bien avec Franck Proust. Je vous rassure, c'est pas non plus le même niveau taux de fiscalité. Non, vous avez le même nombre d'agents, soit un peu plus de 500, sauf que Nîmes Métropole, c'est un budget de 300 millions d'euros pour 250 000 habitants, et le Gard rhodanien, c'est 75 000 habitants pour un budget d'environ 30 millions d'euros. C'est un peu une particularité que vous avez. Pourquoi cette identité ? Parce qu'on fonctionne sur deux jambes à l'agglomération du Gard rhodanien. On est une agglomération de projets, peut-être qu'on les évoquera tout à l'heure. On sort de la semaine d'industrie, on a des gros projets de développement économique, de tissu industriel, autour de l'énergie, enfin on en parlera peut-être. Et puis le deuxième, c'est qu'on est aussi une agglomération de services. C'est un choix qu'on fait peu d'agglomérations. Oui. Nous, aujourd'hui, on a notamment les écoles de musique, les centres aérés, les accueils de loisirs sans hébergement, et les multi-accueils, les crèches. Et donc, si vous enlevez aujourd'hui les crèches, les centres aérés, les écoles de musique, vous m'enlevez 80% de mes RH. Donc, vous m'enlevez... on revient sur des ratios plus proches de ce que peut être Nîmes Métropole ou d'autres agglomérations. On n'est pas très nombreux à avoir fait le choix. Mais pourtant, c'est un choix qui est très intéressant parce que quand on parle d'attractivité territoriale aujourd'hui, quand les entreprises viennent s'installer, elles cherchent pour leurs salariés aussi un environnement. Et régulièrement, on a des boîtes qui nous appellent pour des places en crèche, pour être certain que les places au centre aéré vont être disponibles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez les deux qui travaillent, eh bien, il y a aussi des problématiques de garde qui se mettent en place. C'est un élément d'attractivité. Vous dites que c'est un choix intéressant, mais est-ce que ce n'est pas un choix dangereux au regard des nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement Barnier? Parce qu'aujourd'hui, votre premier budget, c'est votre masse salariale. Absolument. Je vous dis 80%, on a 250 agents dans les crèches. Nous, on a fait le choix de pas respecter la loi, de respecter la loi, mais on a fait le choix. Vous savez, il y a eu une loi qui dit que dans les crèches, vous pouvez prendre des gens qui ne sont pas forcément diplômés. On n'a pas fait ce choix. On a gardé à 100% que des gens qui sont diplômés ou en apprentissage qui sont sur la mesure de l'être. Il y a des encadrements qui sont tout à fait précis. Pourquoi ? Parce que vous avez, ça d'ailleurs défrayé l'actualité nationale sur des problématiques de crèches, de garde et un certain nombre de dérives qu'il y a pu avoir. Nous, on veut des crèches de qualité. On a des agents de qualité qui sont formés, qui sont aujourd'hui dans des taux d'encadrement professionnalisés qui correspondent à nos besoins. Mais est-ce que c'est pas dangereux quand il y a justement des mesures gouvernementales qui vont faire augmenter le coût de votre masse salariale? Est-ce que ça peut pas être compliqué? Bien sûr. C'est d'autant plus compliqué que les augmentations du coût, on les subit sans pouvoir rien faire. Cette année, on a fait une décision modificative avant-hier. Cette année, ils ont bougé le point d'indice de retraite du fonctionnaire qui nous coûte 100 000 euros sans qu'on puisse rien dire. C'est juste on reçoit la facture. Ils ont modifié les critères des mi-temps thérapeutiques. On est passé de 3 à 50 mi-temps thérapeutiques. Le surcoût, c'est 500 000 euros. Et vous le trouvez où cet argent? On le trouve sur des mesures qu'on n'a pas ailleurs. Et donc, pour mémoire, on a un autofinancement à peu près de 2 millions, 2 millions et demi. On va voter le budget l'an prochain. Et l'an dernier, on a fait un excédent de 3 millions. Donc, on rogne là-dessus pour pouvoir pallier à ces augmentations qu'on subit sans pouvoir avoir le moindre effet dessus. Un autre service public qui est en place sur le Gard rhodanien, c'est la collecte des déchets. Coralie. Oui, quel bilan vous faites? Vous avez mis en place la redevance incitative il y a 1 an. Alors, ça veut dire que maintenant, vos administrés, ils ont une poubelle avec une puce et ils payent en fonction de leurs déchets, c'est-à-dire le nombre de fois auquel ils sortent la poubelle. Quel bilan vous faites? Ça a permis certainement de faire baisser le coût des déchets chez vous. C'est légèrement caricaturé parce que vous avez résumé en à peu près 4 secondes le temps ce nous que est je compté. présentais en réunion publique pendant 3 heures. Donc bon, on va pas faire 3 heures, j'imagine bien. Mais en tout cas, le bilan aujourd'hui, c'est on est passé en ordures ménagères résiduelles, ce qu'on appelle le bac noir ou le bac gris, de 21 000 tonnes. Cette année, on attend les derniers chiffres consolidés, on devrait être en dessous de 11 000 tonnes. D'accord. Et donc ça, c'est... c'est une sacrée économie, c'est presque divisé par 2. C'est colossal, on a plus que divisé par 2. Et surtout, ce que ça signifie, si vous voulez, c'est que ce qui est horrible, c'est qu'entre-temps, la taxe générale des activités polluantes, elle,
est passée de... À l'origine, quand on est arrivé, c'était 6 €. Hein. Aujourd'hui, elle est à 65, ils nous l'annoncent à 100. Ça, donc, vous le saviez déjà dès le départ. Et la particularité de votre territoire, c'est que vous enfouissez vos déchets à Bellegarde et que vous les incinérez pas et ça coûte plus cher. Oui, absolument. Sur les traitements, on pourrait faire un débat entier sur le traitement. Après, ça, c'est pas vraiment de votre parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a personne d'autre qui répond. Donc, effectivement, aujourd'hui, mais on travaille aussi sur des projets d'incinération. On travaille sur plein de projets autour du traitement. Mais ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique. On baisse. Et en même temps, alors la collecte va nous coûter moins cher l'an prochain. On a quand même, malgré tout, sur le traitement, ça nous coûte moins cher. Mais avec la taxe qui augmente, c'est quasiment à des prix équivalents. Mais oui, on est en termes de volume, en termes de poids, c'est colossal. Cela n'empêche pas les critiques. Et oui, et le point noir, parce que oui, ça a peut-être été divisé par 2, mais est-ce que du coup, les dépôts sauvages ont augmenté? Est-ce que les gens ont sorti leurs poubelles dans la rue? C'était un peu la critique que vous faisiez Claire Lapéronie, qui était l'ancienne maire de Pont-Saint-Esprit. Ouais, et là, après, charge au maire de s'occuper du traitement de ces déchets. Oui, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est pas... Ça s'est pas accentué, il n'y a pas eu plus de dépôts sauvages. Ce que je veux dire, c'est toujours le cas, c'est que quand vous êtes maire ou président de l'agglomération, on s'occupe de tous les problèmes ensemble. Il n'y a pas les problèmes d'un côté des autres, de l'autre côté. Il faut bien s'entendre avec mon maire, alors. Oui, mais c'est un travail d'équipe. Mais bien sûr, mais moi il n'y a pas une question d'affection pour travailler avec les gens. On a le droit de ne pas être d'accord. On est des adultes, on est les grands garçons et les grandes filles. On a le droit de ne pas être d'accord sur des sujets. Ça marche mieux quand on s'entend bien, mais oui, effectivement. Non, ça marche très bien, franchement. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être sur la partie débat, mais aujourd'hui, dans les agglomérations, il y a des gens de tous bords politiques qui partagent des exécutifs et ça fonctionne très bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah oui, mais parce que vous m'en posez d'autres entre-temps. Non, mais est-ce qu'il y a eu une augmentation du nombre de dépôts sauvages? Bien sûr, parce que si vous voulez, la vraie difficulté, quand on avait les chiffres INSEE sur lesquels on s'est basé, on avait 40 000 foyers sur l'ensemble du Gard-Rhodanien. La réalité, c'est 35 000. Donc il y a 5 000 foyers qui sont ou qui n'existent pas, ou qui ne sont pas déclarés, ou qui sont dans des limbes. Donc du coup, ce qui a été très difficile à la fin, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est la fin de distribution, notamment dans les hypercentres. Nous, on distribue par rapport à des adresses connues. Oui. S'il y a des appartements dont on ne connaît pas l'existence, on va prendre un exemple. Quelqu'un ferait des travaux chez lui, transformerait un appartement en 4 appartements. Oui. Et oups, la boulette, il oublie de le déclarer. Ça peut arriver. Bon. Mais nous, s'il oublie de le déclarer, on ne le sait pas. Donc, on va fournir un seul badge ou un seul conteneur. En général, en centre-ville, c'est des badges. Alors qu'il y en a 4 qui vont produire des déchets. Où est-ce qu'ils les mettent? Et donc, il y a des gens de toute bonne foi qui se retrouvent avec des sacs. Et donc, c'est là-dessus. Donc, on continue à le faire. On les ouvre, on vérifie. Il y a des gens qui sont clairement de mauvaise foi et il y a beaucoup de verbalisations qui ont été données. Ouais. Et puis, il y a des gens qui sont réellement de bonne foi. Donc, on travaille main dans la main avec les mairies pour lutter contre ces dépôts sauvages, pour lutter tous les jours contre la propreté. Mais je vais vous dire, la propreté, c'est de toute manière... Là, aujourd'hui, on focalise parce qu'il y a la redevance incitative, mais la propreté, c'est de toute manière un travail de tous les jours. Chez vous, quand vous avez nettoyé votre poussière, vous partez, vous revenez le lendemain, je vous parie qu'il y en a. Donc, c'est un travail de toute façon de tous les jours, la propreté. On aura l'occasion d'en reparler. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. Vous allez parler de la ligne de la rive droite du Rhône. Vous allez nous reparler de Pont-Saint-Esprit et des municipales. On va donner la parole à nos sociétaires, mais quelques questions économiques sur le développement économique. On rappelle que le territoire du Gard-Rhodanien, c'est un poumon industriel de notre département. Il y a une question aussi de transition énergétique. On en entend beaucoup parler sur votre territoire depuis maintenant plusieurs mois, voire quelques années. Nous en sommes où et comment le Gard-Rhodanien, comment l'agglomération du Gard-Rhodanien accompagne les entreprises? Alors, on les accompagne par plusieurs dispositifs. On a été labellisé territoire d'industrie. C'est la semaine de l'industrie. C'est la semaine de l'industrie. Vous sortez de la préfecture du Gard, je crois. Absolument. Et c'est important d'expliquer que le métier a changé parce qu'une des problématiques de l'industrie aujourd'hui, c'est le recrutement. Et on est très loin de l'image de l'industrie du 19e siècle ou de la moitié du 20e siècle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui se passent avec l'intelligence artificielle, avec du numérique. Le métier ont complètement changé. Il faut pouvoir les montrer aux plus jeunes pour les faire venir. On a un vrai problème aujourd'hui de recrutement. Sur ces métiers-là. Et puis, sur le développement, donc territoire d'industrie, ça nous permet de créer les moyens nécessaires pour mener à bien un certain nombre d'actions dans la décarbonation. Donc, on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur du foncier, parce qu'il faut refaire du foncier économique pour pouvoir accueillir de nouvelles activités. On travaille sur les dossiers de séduction avec la CCI pour faire les SMR et les AMR, c'est-à-dire l'acte 2 de Marcoule pour renouer avec la production énergétique
On a des énergéticiens qui ont déjà aujourd'hui acheté des terrains pour leurs équipes et on continue à développer ça. Ils sont en train de regrouper leurs équipes. Donc oui, ça avance concrètement avec des emplois qui se créent à la clé. Tout à l'heure, dans le débat, on parlait avec un industriel du nucléaire qui disait, et je partage assez son avis, on a mis un coup de frein à main au nucléaire sur les 25 dernières années pour des tas de raisons politiques diverses et variées. Et en 2 ans, là, depuis le discours de Belfort du président de la République, on a relâché et il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des projets qui arrivent, quand il y ait des innovations qui arrivent. Et nous, il faut qu'on soit au rendez-vous. Et en même temps, ça ne vous inquiète pas? Parce que la crise économique qui est là, on l'entend quand même. On a vu Royal Canin, l'annonce que nous avons fait. Et puis, on le voit avec Michelin, on le voit avec Auchan. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi? Parce que quand c'est une entreprise industrielle où il y a beaucoup d'emplois, c'est aussi le risque que quand ils font un plan social, c'est beaucoup de gens au chômage. Bien sûr. Et moins de sous pour votre agglomération. Et c'est pour ça qu'il faut aussi diversifier les choses. Je suis entièrement d'accord. Mais l'industrie, ça passe par... Il faut bien comprendre. L'industrie, c'est pas l'industrie en tapant des pieds pour dire on veut de l'industrie. L'industrie, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre autonomie énergétique, notre autonomie pharmaceutique, notre autonomie militaire, notre liberté en réalité. Et donc, j'espère que ça va se passer au niveau européen, mais la seule manière de pouvoir industrialiser, c'est d'avoir une énergie abondante et à un prix abordable. Si ça, on l'a pas, ça marchera pas. Et le nucléaire, ça nous permet d'avoir de l'énergie abondante et à un prix intéressant, et notamment à travers les petits réacteurs. Donc oui, j'y crois, parce que c'est la seule manière. Non, oh oui, on attend toujours, parce que évidemment, il y a à peu près... Emmanuel Macron, pour l'instant... Oui, mais il y a entre 8 et 10 startups aujourd'hui qui tiennent la ligne. Il n'y en aura pas 8 ou 10 à l'arrivée. Il y aura peut-être 1 ou 2 projets qui se feront autour des démonstrateurs. Mais nous, on coche toutes les cases. On a le site nucléaire. Il y a plus de sites nucléaires qui vont se créer ex nihilo. Ça sera que des extensions. On avance. La friche industrielle d'ArcelorMittal, elle était fléchée par l'ancien gouvernement dans un cadre d'un projet de réindustrialisation. Nous en sommes où? Eh bien, ils nous ont permis, grâce à tout ça, de pouvoir financer l'étude 4 saisons, par exemple, l'étude 4 saisons qui va finir en avril. On a fait une réunion je crois que c'était vendredi dernier, où l'Adréal nous a expliqué que l'étude de sol était toujours valable, donc on peut avancer. On a fait le point sur ce qu'on avait besoin. Il y a la Banque des Territoires qui vient nous financer tout ce qu'on a besoin en back-office. Il y a France 2030 aussi. Et il va y avoir un appel à projet. Il y a France 2030, oui, bien sûr. Et il va y avoir un appel à projet dans le premier trimestre 2025. Allez, nos sociétaires, vos questions. Sébastien, d'abord, une question à notre invité Jean-Christian Rey. La première question, c'est qu'on voit que vous avez un territoire dynamique, surtout en termes d'emploi. Je veux dire, vous faites beaucoup de choses. Et je suis assez surpris, moi, qu'on ne vous aide pas, justement, sur la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, je regardais Melox et plein d'autres entreprises cherchent énormément de salariés, mais sur le territoire, on en a certains qui ne sont pas forcément formés à ces métiers-là. Et je me demande, avec le taux de chômage qu'il y a dans le département du Gard, comment se fait-il qu'on ne vienne pas vous aider, justement, en travaillant avec ces entreprises qui, quand même, sont à la pointe de l'innovation, de former nos jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, au métier de demain. Au métier de demain. Voire d'aujourd'hui. Souvent, on va chercher des jeunes d'ailleurs, et c'est dommage qu'on ait une pépite comme ça sur le territoire et qu'on ne puisse pas former nos jeunes. Jean-Christian Rey. Mais je vais vous inviter sur le territoire parce qu'on nous aide. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple, je pense qu'ils m'en voudront pas, de toute façon c'est pas un secret, mais Melox, qui est une boîte vraiment de pointe, qui récupère en gros des déchets nucléaires pour en refaire du combustible, qui embauche beaucoup et qui embauche toujours, a des difficultés de formation, c'est exactement ce que vous dites. Ça. Donc ils ont créé une école, ils ont refabriqué leur usine à l'échelle 1, et où ils forment des gens qui viennent dessus. Ils forment même d'ailleurs leurs propres partenaires, leurs propres sous-traitants qui viennent s'entraîner sur des Mais est-ce que c'est su de la population des parents, c'est ça. Sur tout le territoire gardois? Ça a été gardois possible parce qu'il y a eu 5 millions d'euros qui ont été financés par l'État et qui a permis d'y arriver. Donc oui, on est aidé pour y aller. Derrière, il faut à la fois qu'il y ait les industriels qui disent clairement ce dont ils ont besoin, et aussi, il faut aussi que nous, on soit attractifs. Et je reviens à la première question de Coralie. Aujourd'hui, dans l'attractivité, c'est notre capacité. Nous, notre difficulté, ça va être, on va dire, les moins de 30 ans, les gens qui sont pas en couple, qui n'ont pas d'enfants.
qui ont peut-être envie un peu de s'amuser le soir, c'est sûr que Montpellier est peut-être plus attractif ou d'autres communes. Par contre, notre force aujourd'hui, c'est plutôt sur les jeunes couples avec des jeunes enfants, où nous, on est capable de leur trouver des endroits où c'est pas encore trop cher pour pouvoir habiter, des endroits où ils vont pouvoir avoir des crèches, des endroits où ils vont pouvoir avoir des centres aérés. C'est pour ça que ça répond aussi à la première question. Allez, c'est un vrai choix d'avoir une communauté Salim, de votre service. question à notre invité. Monsieur Ré, j'ai une question à vous poser, moi, par rapport, donc, du coup, pareil, sur l'aspect économique. Vous venez de dire qu'il y a des jeunes de moins de 30 ans qui ont envie de s'amuser. Moi, j'ai envie de vous dire, des jeunes de moins de 30 ans qui sont ambitieux et qui ont envie de créer des sociétés et qu'elles marchent, justement. Et aujourd'hui, je vous ai beaucoup entendu parler d'industrialisation, d'usines, de gros projets, du nucléaire. Mais comment vous faites aujourd'hui pour qu'un jeune qui a été formé aussi, vous parlez de formation, dans le numérique, dans le transport, dans des petites sociétés de proximité locale, pour qu'ils puissent justement bien se développer. Parce que c'est un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, notamment dans le territoire dans lequel je travaille moi, en tant qu'acteur associatif. Beaucoup de jeunes ont cette envie de créer des sociétés et ils tournent en rond sur les mêmes boucles, des épiceries, des snacks, des coiffeurs, et on n'élargit pas assez il y en a qui créent des sociétés, mais ils n'ont pas les clients qu'il faut. Donc comment vous faites-vous aujourd'hui pour accompagner justement ces jeunes entrepreneurs qui créent des sociétés et qui n'arrivent pas à se développer? Jean-Christian Ré. On a monté un office des entreprises qui est ouvert à tout le monde. Et on a conventionné avec une trentaine d'acteurs différents. Ça va de la CCI, la Chambre des métiers, ça va de l'Office des notaires. Et on essaye ou de répondre à la question quand ils viennent, ou de les orienter vers le bon. Typiquement, ils ont besoin de foncier, ils ont besoin de louer, ils ont besoin de coworking, ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'avance de trésorerie, ils ont besoin de financement, et on les oriente. Aujourd'hui, il faut savoir que la BPI, l'immense majorité des financements de la BPI, ce sont sur des PME et des PMI, même sur des TPE. Sur du crédit. Quand vous montez une entreprise, c'est vachement important. Oui, pas beaucoup aujourd'hui. Par exemple, il y a des sociétés, notamment dans le numérique, qui ne nécessitent pas forcément un gros investissement de base. Donc, prendre le risque, sachant qu'on n'a potentiellement pas les clients par la suite, partir sur un crédit et prendre le risque de s'endetter alors que la société ne marchera pas, pour certains jeunes entrepreneurs, c'est risqué. C'est risqué. Après, être chef d'entreprise et entreprendre, c'est prendre des risques aussi. Bien sûr. Et le marketing, le modèle économique et l'étude de marché, ça fait partie du travail du chef d'entreprise. Allez, Coralie, quelques questions pour terminer. La rive droite du Rhône, d'abord. On va parler d'une de vos amies. Carole Delga. Vous allez dire qui? Je sais pas pourquoi dire Françoise Dumas, mais rien à voir. mais que j'aime beaucoup, Françoise, absolument. J'ai même des projets avec. Carole Delga aussi? Mais oui, bien sûr. C'est la présidente de la région Occitanie. Elle a eu ce projet phare, c'est de rouvrir la ligne droite de la rive droite du Rhône. Est-ce que cette ligne, elle fonctionne? Est-ce qu'elle a produit les effets escomptés, c'est-à-dire le train du quotidien, de pouvoir partir de son village et aller travailler en train? Eh bien, je dirais que, je ne veux pas faire une réponse oui et non, mais pas suffisamment. Mais pour le coup, c'est pas la faute de la région. Je pense que c'est plus la responsabilité de la SNCF aujourd'hui, puisque la région nous répond, nous qui sommes entièrement d'accord avec notre analyse. Nous, on leur dit que les horaires ne correspondent pas parce qu'il n'y a pas suffisamment tôt le matin et suffisamment tard le soir. Mais c'était dans le projet de passer de 5 allers-retours à 8 allers-retours. Donc, ils nous disent que ça va arriver. Et puis, je leur dis qu'il y a un problème de fiabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trains qui sont annulés au dernier moment. Faute de passagers? Régulièrement. Non, faute que... Alors, moi, on me l'a raconté, je voulais pas le croire, je l'ai pris à plusieurs... Alors, j'ai eu les billets à 1 €, il n'y a pas de souci, hein, mais on m'a appelé le dimanche soir pour le lundi matin, me disant, votre train n'y sera pas. Et ils vous disent, prenez celui d'après. Sauf que si vous avez des correspondances ou si vous y allez pour le boulot... oui, parce que c'est bien dommage, parce que pour le coup, c'était une vraie innovation, il y avait un véritable intérêt pour le territoire. C'est formidable. Pont Saint-Esprit, Bagnoles, ça se fait en moins de 10 minutes, et Bagnoles-Avignon en moins de 20 minutes. C'est formidable. Mais du coup, j'en profite. Quels sont vos projets avec Françoise Dumas, qui est l'ancienne députée du Gard à Nîmes notamment? Alors, vous savez que je suppose que c'est officiel, mais Françoise Dumas a remplacé Jean-Marie Bockel à la tête de la commission tout à fait. Qui concerne les harkis et tout ce qui en découle en termes de réparation et de financement. Et nous, on a des projets. On était ensemble le 24 septembre dernier quand on est allé au mémorial, au cimetière des enfants, puisque aujourd'hui, là où les enfants ont été trouvés, maintenant c'est devenu un vrai lieu de recueillement et elle y était. Et nous, on a un projet sur lequel elle veut apporter son aide et qui est précieuse. Et donc, bien sûr que Françoise Dumas... Coralie, c'est une toute dernière question. C'est important.
Oui, on va parler d'un dossier sur votre territoire qui est quand même concernant, qui va au-delà de la commune de Pont-Saint-Esprit. À l'heure où on vous parle, le conseil municipal va sortir de la convention avec l'EPF qui concernait l'achat d'un terrain pour reconstruire le collège qui est vétuste. Les élus aujourd'hui, à une nouvelle municipalité, disent que voilà, le terrain est trop cher, nous on veut pas, on sort. Et ça va créer des problèmes avec le département qui lui du coup dit bon, puisque c'est comme ça, nous on reconstruit pas le collège. C'est à Pont-Saint-Esprit. Mais les collégiens, quand même, ils ont un ressort de tous les villages environnants qui constituent votre agglomération. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'attitude du conseil municipal? Peut-être pas en tant que politique, mais peut-être en tant que citoyen. Vous avez un enfant qui a 7 ans, il n'est pas encore au collège, mais demain, il pourrait l'être. Oui, je pense qu'il ira. Mais en fait, la réalité, c'est ce que vous avez dit en début de question, en début d'émission. On est une agglomération de services. Et on n'a pas encore récupéré l'éducation dans nos compétences. C'est une jolie pirouette. Donc, vous ne donnez pas votre avis. C'est la vérité. Moi, si vous pouvez m'accuser de beaucoup de choses, mais pas quand vous me posez une question, j'y réponds. Mais faut-il que cette question me concerne? Aujourd'hui, il y a un litige qui doit se solutionner, et c'est la mairie qui a la main. C'est absolument pas l'agglomération qui est concernée. Pour aller un petit peu plus loin, au-delà de l'histoire du collège, est-ce que vous êtes inquiet pour la commune de Pont-Saint-Esprit, qui est la deuxième commune de votre agglomération, dans la perspective de 2026, puisqu'il y a eu une élection partielle intégrale il y a quelques mois. Finalement, le maire a laissé son écharpe, et on sent qu'effectivement, il y a des tensions dans ce conseil municipal. Bon, je ne sais pas s'il y a des tensions dans le conseil municipal, mais je pense que l'exemple de Pont-Saint-Esprit devrait nous montrer que, au contraire, nous rassurer plutôt que nous inquiéter. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avant l'élection partielle des municipales? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu qu'il fallait absolument faire ça ou faire ça pour éviter l'arrivée du Front National, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le sujet? Au final, il y a une équipe qui a fait une campagne et qui a gagné dès le premier tour avec plus de 50%. Le maire, il a quand même démissionné. Il n'y a rien de... Ah oui, mais enfin après, il y a des problèmes de santé des uns et des autres, on ne va pas s'étaler dessus. Moi, ce que je constate, c'est que quand on fait une belle campagne... Il y a des tiraillements aussi au RN, apparemment. Mais bien sûr, bien sûr. Quand on fait une belle campagne, aujourd'hui, il n'y a aucune fatalité. La fatalité, c'est que nous qui nous la mettons. Sur Bagnols-sur-Cèze, vous restez confiant pour les élections de 2026? Eh bien, je suis très. C'est pas une question de. Je suis très sensible au fait qu'il faille travailler. Et Jean-Yves Chaplet travaille très bien. Je vois Jean-Yves Chaplet qui est en direct dans l'émission. Je suis content parce que. Et je crois qu'il vous suit dans l'émission, mais je ne sais pas si c'est lui en fait. Je me demande si c'est pas un pseudo parce qu'il y a marqué Bonsoir Macaille. Ah, mais c'est possible, oui. C'est possible. Vous avez vos petits surnoms. Mais non, mais oui, mais c'est relationnel. D'où la soirée déguisée. Mais oui, la soirée. Ouais, je peux pas trahir de secret. Je ne sais pas si c'est lui. Donc mais certainement parce qu'on vient de lui retirer. Nous le dire parce qu'il est en direct que c'est bien lui qui a mis ce message. On vient de lui retirer quelques cailloux qui étaient douloureux, je pense, et il doit être très soulagé parce que tout s'est très bien passé. Donc je l'embrasse et je lui souhaite un prompt rétablissement. Merci Jean-Christian Rey d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques...